tous. Oui ou non? Oui, ok. Bonjour. Personne ne s'est jamais assis là. Alors, comme si nous ne nous étions pas arrêtés, et grâce à vos camarades, je sais où nous en sommes, je vais juste faire une petite piqûre de rappel, précisément pour que ce soit pas juste, on reprend à partir de quelque chose, mais pour avoir bien en tête le lien. Donc, au point où nous en sommes, il est clair et pertinent en droit positif que, au-delà des principes, la propriété est bien l'objet d'un choix net, sans bavure, justifié, exprimé dans les principes et retrouvé même dans les contradictions apparentes. Et ce choix, c'est celui d'une propriété sans partage. Ce que les livres disent, et ce n'est pas inexact, c'est une formule marquée essentiellement par l'exclusivisme, c'est-à-dire la possibilité d'exclure, d'être seul. Et si on en veut une expression, on va dire, un peu moins abstraite, concrètement, il en résulte que normalement, le propriétaire décide seul. C'est l'avantage de la nature de son droit, de la conception qu'on en a eue. Et donc, quand il prend une décision, elle ne dépend que de lui, elle est censée être suivie des faits. Et quand il refuse quelque chose, puisque ça ne dépend encore que de lui, ça doit être suivi des faits. Donc, c'est une logique d'individualisme, de mise des autres à l'écart. Mais j'avais attiré certainement votre attention en disant, voilà, là, on est au bout de quelque chose, on a trouvé le principe, sa justification, on a dépassé des contradictions, c'était les deux premiers temps. Il nous en reste deux que j'avais annoncés, merci de me l'avoir rappelé, qui naissaient, et donc je crois que c'est exactement à peu près là que nous en sommes, qui naissaient quand même de ce que si tout cela est le droit positif, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doctrine là-dedans. C'est quand même extrêmement surprenant, et je vous avais dit pour deux raisons. La première, c'est que ce choix, ces principes et cette technique s'inscrivent dans le Code civil, et que la position du Code, et même la position, on va dire quoi, culturelle de la France, jusqu'aujourd'hui à peu près compris, n'a jamais été de faire dominer l'individu au sein de la société. Il est donc surprenant juridiquement de trouver dans le Code dès 1804 l'œuvre de Napoléon, celle dont je vous avais peut-être dit qu'à l'article 6, dès le départ, elle indique que quand il y a un conflit entre l'intérêt général et l'intérêt privé, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent, etc., etc. Elle dit, à qui veut l'entendre, le principe du droit, c'est de faire prédominer la société. Donc il est surprenant, dans ce code, dans ce moment, dans cette société qui était quand même extrêmement en danger, et je le disais à vos camarades, c'est quelque chose d'animal, quand un groupe est en danger, il préfère toujours l'ensemble et jamais les individus. De trouver comment l'expression hyper individualiste, ultralibérale de la propriété. Il y a quelque chose, comment dire, de presque déplacé. Et il est certain, donc je l'avais annoncé, mais on va les développer aujourd'hui ensemble, que si tout ce qui précède est exact, il n'en demeure pas moins, ça va être un mot un peu général et on va le préciser ensuite, que la propriété reste finalisée. Elle reste inscrite dans la société. Et sans remise en cause, hein, c'est juste une question de répartition. De ce qu'on va voir là ensemble, il restera que la propriété est le plus individuel de tous les droits. Sinon, on aurait fait la moitié pour rien. Mais que même ce droit hyper individuel reste dominé par la société. Ne serait-ce que parce que c'est elle qui le reconnaît. Bon, donc on va trouver des nuances juridiques, des nuances, si vous voulez, collectives, sociales. Et qui n'ont plus rien à voir avec des choix, mais plutôt avec la réalité. Nous allons aussi trouver, et là je ne fais que l'annoncer, parce que s'il faut que j'explique le ferment, je vais développer des choses deux fois, c'est inutile, mais je le dis, une deuxième série de nuances qui conservent l'individualisme de la propriété, mais l'inscrivent dans un autre cadre, qui sont des nuances d'ordre pratique, qui vont résulter d'une situation concrète, dont je donne l'expression, et plus tard je reviendrai dans le détail, qui est la raréfaction de l'espace. Pour ceux qui peuvent comprendre, rassurez-vous, ça sera plus tard, mais tout de suite, juste pour terminer cette espèce de gros chapeau, appliquer, retenir une propriété individuelle ne pose aucun problème pratique s'il y a suffisamment d'espace pour répondre à chaque propriétaire.
Et grosso modo, alors je le fais, comment dire, à la louche, là, tel fut le cas de la société française de 1804 à l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais, sur cette dernière période, et de manière subreptice, c'est-à-dire sans que ce soit des choix, c'est juste là, l'espace appropriable est devenu extrêmement étroit. Ce qui aurait pu suffire, que vous compreniez l'axe, en tout cas l'intérêt, ce qui aurait pu suffire à remettre en cause la propriété sans partage. Si vous ouvrez les yeux, ne serait-ce que sur le chemin que vous avez fait ce matin, vous voyez bien qu'a priori il y a des propriétaires partout, mais ils sont tous au même endroit. Et ce qu'on va découvrir ensemble, c'est qu'il y a des nuances pratiques comme des nuances sociales, mais qu'aucune n'a remis en cause l'individualisme de la propriété. Bon, donc le schéma est fait, maintenant il va falloir le nourrir, l'étayer et le comprendre. Commençons, c'est à mon avis le plus simple, par la première série de nuances, donc le troisième temps que j'avais annoncé. J'essaie que vous voyez comment, en logique de plan, ça se suit et ça s'organise. Donc commençons par les nuances sociales. L'idée que la propriété individuelle est très forte, mais qu'elle reste inscrite dans la société. C'est d'abord l'idée c'est, peut-il y avoir des limites à la propriété? Je vais trouver une question. Peut-il y avoir des limites à la propriété qui ne soient pas seulement, parce que celles-là on les a vues, peut-il y avoir des limites à la propriété qui ne soient pas seulement justifiées par la prise en compte d'un autre propriétaire? Est-ce que la société elle-même, c'est-à-dire quiconque, en dehors de toute qualité de propriétaire, peut être protégée contre la propriété? C'est bien ça la question. Et cette question a d'abord trouvé une réponse. Elle est une réponse positive. La réponse est oui, clairement. Et dans l'ordre de présentation, on peut dire que c'est d'abord, c'est ce que j'avais indiqué tout à l'heure, c'est d'abord le juge judiciaire qui l'a apporté. Une remarque pour éviter un contresens. On a tous en tête, parce qu'on l'a entendu un jour ou l'autre, cette formule, selon laquelle le juge judiciaire serait le gardien, ou le protecteur naturel, comme vous voulez, ces deux formules, le gardien ou le protecteur naturel de la propriété privée. Si on s'en tient à cette formule, il est certain qu'on ne va pas comprendre comment le juge judiciaire aurait pu limiter la propriété dans l'intérêt de la société dans son ensemble. Donc c'est pour ça que j'écarte cette formule assez tôt. Je vous en dis juste un mot, ça ne dépasse pas la minute. Donc cette formule est exacte, mais dans un domaine très étroit. Cette formule est née et elle demeure pertinente, cette formule est exacte, mais il ne faut pas donc la généraliser. Le judiciaire protège la société, pas le propriétaire. Donc cette formule est exacte, mais elle a un domaine d'application très étroit, où elle est toujours pertinente, qui est celui de l'indemnisation dans le cadre de l'expropriation. C'est là que la formule est née, et vous allez voir, elle a un sens. A priori, l'expropriation en droit français, n'étant admise que pour cause d'utilité publique, le contentieux de l'expropriation est naturellement de la compétence du juge administratif. Ce qui aurait commandé, logiquement, que même le contentieux de l'indemnisation relève de ce juge. Sauf que, il a été craint, certainement à juste titre, que ce juge ne soit par principe enclin à défendre l'intérêt général. Qu'il ne soit pas le plus à même d'assurer le caractère juste de l'indemnité. On commence à avoir un conflit entre la propriété privée et la société, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc, et de manière anachronique, notre système procède ici à une distraction de compétences. C'est-à-dire que le juge compétent pour connaître de cette indemnité n'est pas le juge naturel du contentieux, c'est le juge judiciaire. Et vous voyez comment la formule a un sens.
En face du risque de l'administration et du juge administratif qui a lui en charge l'intérêt général, pour la valeur de la propriété expropriée, le juge judiciaire la protège. Voilà, là la formule a du sens, vous m'avez compris tous? Mais ça ne va pas au-delà, et ça ne veut pas dire que dans le cœur de son office habituel, le juge judiciaire protège la propriété au détriment de la société, bien au contraire. Vous avez compris ce petit passage? Ok, donc, ce qui veut dire, alors je peux le dire autrement, qu'au-delà de la formule qu'on ne peut pas généraliser, le juge judiciaire a, en matière de propriété, la même fonction qu'il a pour tous les droits privés, c'est-à-dire d'assurer la vie collective et non pas la domination d'un individu sur tous les autres. Les exemples, enfin les principaux exemples, vous les connaissez. Il faut juste les mettre en relation. Le premier exemple, en chronologie, c'est la première fois où on voit le juge judiciaire poser une limite à la propriété en disant « Oui, il est fort le propriétaire, mais la société est l'alpha et l'oméga, c'est le but de notre droit. » Ce premier exemple, vous le connaissez tous, c'est celui de l'abus du droit de propriété. Alors, une remarque, avant que j'entre dans son détail, ce que je vais vous dire est propre à tout abus de droit. Il se trouve qu'historiquement, le premier exemple c'est la propriété, mais on pourrait le trouver sur d'autres abus de droit. Donc prenez-le comme généralisable, et à ce moment-là, attention, ne confondez pas en droit ce qui concerne l'abus d'un droit et ce qui concerne, ce qui est autre chose, l'abus d'une créance. L'abus d'une créance, vous l'avez vu notamment en droit des contrats sur, essentiellement, l'article 134, alinéa 3. C'est un petit sujet, l'abus d'une créance. L'abus d'un droit, c'est une question mais cruciale de tous les systèmes. Donc, maintenant que j'ai fait pris mes précautions de base, je développe. L'abus de droit est une question concrète. Je vous le dis pour éviter de dire, bah oui, alors on va parler de Ripley, de Josserand et de doctrine. Non. La question concrète est la suivante. Le titulaire d'un droit peut-il voir sa responsabilité engagée, le titulaire d'un droit peut-il voir sa responsabilité engagée à raison des conséquences attachées à l'exercice de ce droit? Je répète, donc voici la seule question que concrètement pose l'abus de droit. Le titulaire donc d'un droit peut-il voir sa responsabilité engagée au titre des conséquences qui ont accompagné l'exercice de son droit? Logiquement, et pendant 21 siècles, il n'y a eu qu'une seule réponse. Elle est négative. Logiquement, effectivement, vous connaissez la formule soit exacte de Plagnol, soit dérivée, en disant bah, le droit chasse l'abus, et l'abus chasse le droit. Les deux sont incompatibles. Logiquement, la position de ceux qui réfléchissent à cette question est de dire il y a une incompatibilité théorique entre le droit et l'abus. Alors si je veux l'expliquer maintenant de manière simple, et malheureusement assez pertinente, si une personne est titulaire d'un droit, cela vaut pour elle une sphère de protection, soit dans l'action, soit dans l'inaction. Tu as le droit de... Donc si une personne s'inscrit dans la sphère de son droit, il est logique qu'elle ne puisse pas souffrir le moindre reproche de ce seul fait. Vous êtes gentil de me reconnaître un droit, mais enfin, si c'est pour que quand je l'exerce, vous me disiez, mais tu peux être responsable, il y a quelque chose de l'ordre de l'hypocrisie. Que je n'ai pas de droit et puisse être responsable, je le comprends. Mais je comprends mal que, dans l'inverse, si j'ai un droit, je puisse encore être responsable. C'est ce qui fait, pendant 21 siècles, la réponse négative. Il n'y a pas de responsabilité si tu n'as fait qu'exercer ton droit. Bon. Ça, j'ai juste campé le cadre général qui, pendant très longtemps, a dit que l'abus de droit ne se conçoit pas.
Maintenant, je le rapporte avec vous à la propriété. Évidemment, cette position épousait pleinement l'individualisme de la propriété dans le Code civil. Mais, d'un point de vue social, je suis bien dans la nuance, ou dans l'ordre de la nuance que je vous indiquais, d'un point de vue social, elle pouvait amener à ce que, quels que soient les préjudices causés à l'occasion de l'exercice d'un droit de propriété, une victime n'ait aucun secours du droit. Comme si la propriété pouvait absoudre de tout, exonérer de tout. Position beaucoup trop individualiste pour demeurer durablement dans notre système. Vous connaissez l'évolution qui, vers la fin du XIXe siècle, première moitié du XXe, est parvenue à, admettre la possibilité d'un abus de droit, et deux, en fixer le critère ou la logique. Et ça s'est fait avec le droit de propriété dans un premier temps. Bon. Il résulte, je mentionnerai quelques arrêts que vous connaissez tous ou que vous retrouvez facilement, mais à la fin comme plutôt une illustration. L'essentiel. Donc il résulte tout d'abord, donc l'essentiel, de l'admission de l'abus du droit de propriété que la victime de l'exercice d'un tel droit, autrement dit la société, parce que la victime c'est vous ou moi, n'importe qui. Et la victime ne vient pas en tant qu'autre propriétaire ici. Donc la victime de l'exercice de ce droit peut trouver, à certaines conditions, une protection, ce qui montre bien que le titulaire de ce droit ne domine pas la société. Exactement le cadre que je vous présente. Alors maintenant, quelle est la notion même d'abus du droit de propriété retenue dans notre système? La formule textuelle, vous la connaissez, elle n'a pas varié. C'est l'intention de nuire dans l'exercice du droit. En tout cas en matière de propriété. Le droit d'action en justice, c'est autre chose, mais donc, formellement, le critère de la jurisprudence a été, dès lors que un propriétaire a exercé son droit dans l'intention de nuire à autrui, alors il n'est plus protégé en tant que propriétaire. Ce qui est bien donc une limite sociale à la propriété. Ce qui ne met pas le propriétaire au-dessus de la mêlée. Maintenant, plus pragmatiquement, parce que l'intention de nuire est un critère qu'on comprend. On peut le comprendre. Le droit, on peut le démontrer en deux formules. Hein. Le droit est une règle de vie sociale. D'accord. Donc, deuxième temps de la démonstration, aucune règle de ce droit ne peut avoir pour seul but, je reprends la justification, le droit est une règle de vie en collectivité, une règle de vie sociale, de manière générale. Donc, d'une manière plus particulière, au cas par cas, aucun droit, même la propriété, ne peut avoir pour seul but de nuire à autrui. Il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Donc, conclusion, si un propriétaire n'exerce son droit que pour nuire à autrui, il n'est plus protégé, quelle que soit la puissance de son droit. Le dernier mot revient toujours à la société. D'accord. Maintenant, pour le mettre en œuvre, c'est autre chose. Et la jurisprudence ici ne l'a jamais dit comme tel, mais ça s'évince de toutes ces décisions. Voici la manière que le juge a trouvé de mettre en œuvre tout cela. C'est bien joli de dire l'intention de nuire, c'est la limite de la protection du propriétaire. Il ne peut pas dire j'invoque ma propriété et je dois être protégé juste pour nuire à autrui, ça on le comprend tous, mais comment demain, toi magistrat, tu le mets en œuvre? Il résulte donc de la jurisprudence que le propriétaire peut être responsable et donc condamné à ce titre dès lors que il n'existe pas même une seule raison objective, le propriétaire peut être responsable dès lors qu'il n'existe pas même une raison objective qui justifie l'exercice qui a été le sien.
Donc, un propriétaire peut être responsable et donc sanctionné judiciairement. Le fondement, c'est 1382, il n'y a pas de doute. Un propriétaire peut être responsable et donc sanctionné judiciairement en application de l'article 1382 s'il n'existe pas même une raison objective fondant l'exercice qui a été le sien de son droit. Ce que ça veut dire, on va le voir en deux temps, c'est que si notre système admet que des préjudices résultent de la propriété, c'est un droit à l'exclure, donc forcément c'est préjudiciable au non-propriétaire. Donc si notre système admet que des préjudices résultent de la propriété, il ne l'admet, alors je ne sais pas si c'est une formule qu'on trouverait jamais dans un arrêt, mais qu'à titre de dommage collatéral, qu'à titre de conséquences accessoires. La structure de ce droit, qui est tout à un seul, même s'il n'en a pas besoin, est forcément préjudiciable aux autres. Ça, on l'admet. Mais la nuisance à autrui ne peut pas être la justification même de l'exercice de la propriété. Ça montre bien comment ce truc hyper individualiste demeure finalisé dans le cadre où il s'applique, c'est-à-dire la société. Maintenant, pour ce qui est de la formule elle-même, c'est la logique, c'est l'intelligence des juges. Si je n'arrive pas à être convaincu, moi juge, que ce qu'un propriétaire a fait de son droit, et quelles qu'en soient les conséquences néfastes par ailleurs, hein, il y en a toujours, avait au moins une raison objective, ça augmentait la valeur de son bien, ça le rendait apte à l'habitation, ça le débarrassait de saloperies, ça pouvait même avoir une valeur esthétique. S'il n'y a absolument aucune raison objective parmi celles que je peux comprendre moi juge, et que malgré tout le propriétaire a bien exercé son droit comme il l'a fait, c'est que, logiquement, il n'a exercé son droit que pour nuire. Ça vous paraît vague, vous le retrouverez dans tous les grands arrêts que vous connaissez. Alors je ne sais pas, il y en a une kyrielle, grosso modo dans notre doxa ou dans nos leitmotifs juridiques, il y en a toujours 4 ou 5. Alors Saint-Galmier, Clément Bayard, les fausses cheminées, les fougères fluorescentes. C'est un inventaire à la Prévert. Hein. Bon, prenons un ou deux d'entre eux. Prenons les fausses cheminées. Donc chez lui, un propriétaire, donc il est seul au monde, fait réaliser un nombre incalculable de cheminées en toiture. A priori, il est chez lui, hein, il est dans l'exercice de son droit. Il décide seul. Et l'autre ne compte pas. Tout ce que je vous ai dit. Il en résulte, conséquence négative, que sur un terrain adjacent, eh bien, la lumière du jour, voire le soleil, ne parviennent plus jamais. Parce que quelle que soit la position du soleil dans le ciel, il y a toujours une flopée de cheminées pour faire écran entre le soleil et le fond voisin. Donc on voit bien l'exercice d'un droit de propriété chez soi et les conséquences négatives pour autrui. Et autrui qui pourrait venir ici en tant que propriétaire, mais enfin peu importe. C'est pas ça l'enjeu. Est-ce qu'il peut y avoir responsabilité ici ou non? Vous voyez à quel point la responsabilité dans l'exercice d'un droit est compliquée. Là, il est chez lui le propriétaire. Si on lui dit tu es chez toi, tu décides, c'est pas pour qu'à chaque décision, il puisse être repris par le droit. Mais la limite sociale est bien quelque part quand même. Et donc, quand ça vient en justice, la question c'est, est-ce que ça servait à quelque chose? Parce que si ça servait à quelque chose d'objectif, bah tant pis, c'est dans notre conception de la propriété. Mais vous aurez compris que vous pouvez le prendre par quelque bout que ce soit, dès lors que ce sont de fausses cheminées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conduit en dessous, il n'y a pas d'âtre. Ça ne peut avoir absolument aucune utilité objective. Il ne fait pas plus chaud, ça ne vaut pas plus cher. Et je crois même que dans l'instance, on s'était demandé s'il n'y avait pas des briques qui traînaient au sol, parce qu'elles sont effectivement moins gênantes dans la propriété en toiture qu'au sol. Pas même, ils les avaient achetées. Donc voilà l'exercice d'un droit qui normalement justifie des préjudices, mais qui ne peut pas apparaître comme ayant été fait que pour nuire à autrui. Or, celui qui a fait ici de fausses cheminées, n'ayant aucune raison, aucune, c'est-à-dire une suffirait, hein, de le faire, n'a pu le faire que pour une raison résiduelle, nuire à autrui. Saint-Galmier, c'est-à-dire les sources badoirs. Quelqu'un chez lui, fort des puits. Ah, il a le droit de le faire, hein. Le sous-sol, c'est chez lui aussi. Le problème, c'est que ça assèche le cours d'une source et que un fond situé en aval
ne reçoit plus cette eau. Le problème, c'est que sur ce fond, on exploite les eaux de Badois. Donc, un litige naît, et le propriétaire du terrain, donc demandeur, dit, écoutez, je ne peux plus rien faire parce qu'il y a un gars qui pompe l'eau un peu plus haut sur la pente et il n'y en a plus chez moi. A priori, le défendeur est chez lui. Donc, a priori, tu vois bien comment le droit de propriété peut nuire, mais ça doit être une conséquence. Et on cherche pourquoi il a fait tant de puits. Aucune raison objective. D'où le juge tire en conclusion que le défendeur n'a exercé son droit de propriété que pour nuire. Il n'est donc plus protégé. Et c'est toujours la même chose. D'accord ? Bon, donc c'est un gros morceau, en général vous le connaissez bien. Il a mis longtemps. C'est le droit de propriété qui en donne la première occasion, mais il montre bien que même si ce droit permet de nuire, c'est bien ça quand même que tu dois retenir, hein. En tant que tu captes tout, même si tu n'en as pas besoin, tu nuis forcément à l'autre qui en aurait besoin. Si ce droit permet de nuire, la nuisance ne peut pas être la justification de son exercice. Et la victime reprend le dessus dans ce cas. Le deuxième bel exemple, la deuxième belle masse qu'il faut juste bien ramener en face ici, et qui n'est pas du tout dans la logique que la première, je vais te le montrer, je l'espère, est constituée des inconvénients normaux du voisinage. À nouveau, une création du juge. Ce juge qui dit, ok, je protège la propriété, mais le propriétaire ne sait pas la référence de mon système. Mon système, sa référence, c'est la société, donc s'il y a des victimes, je ne peux pas ne pas les entendre au moins. Voici le cadre, qui nous montre tout de suite que c'est tout à fait autre chose que l'abus de droit. Le cadre, il est radicalement inverse au point de départ, parce qu'il n'y a logiquement de place pour réfléchir en termes d'inconvénients normaux du voisinage, que si tout est licite en la personne du défendeur. Aucun fait générateur de responsabilité, et même plus, du point de vue de toutes les prescriptions d'urbanisme, d'environnement, de construction, une rectitude parfaite. Donc, ce qu'on va appeler ensemble le fonds d'émergence, c'est la formule, c'est-à-dire le terrain à partir duquel l'inconvénient se développe. Je préciserai plus tard. Mais du point de vue du fonds d'émergence, de son propriétaire, ou de ceux qui l'occupent, peu importe, tout est parfaitement licite. Donc vous comprenez déjà que ça écarte 1382. Et ça écarte peut-être même un peu le droit. Et c'est compliqué de dire si tout est illicite, on peut encore réagir juridiquement. La seule difficulté sociale, donc je suis toujours dans ce temps où je campe le décor, la seule difficulté sociale vient de ce que, à partir de ce fonds d'émergence, survient soit une nuisance nouvelle qui n'existait pas auparavant, soit augmente une nuisance qui préexistait, mais dans des proportions nettement moindres. Alors, la nuisance, c'est une notion de fait, hein. C'est pas du tout quelque chose à relier avec de la responsabilité. Ça peut être une chose et son contraire du reste. Ça peut être trop de lumière ou trop d'ombre. Ça peut être trop de bruit ou trop de silence. Ça peut être des vibrations, ça peut être de la poussière. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Bon, voilà la situation, et on n'a pas encore forcément compris l'enjeu, sachant que la matière des inconvénients normaux est souvent présentée dans les bouquins, donc en doctrine, de manière très déformée par rapport à ce que les juges ont en tête. Donc on va juste rester sur la situation. Il nous faut dire une dernière chose avant de relier tous ces éléments et de comprendre l'enjeu qui est un enjeu collectif. Ce qu'il nous faut comprendre, entendre ici, c'est que pas le seul, mais le principal élément de la valeur d'un immeuble est constitué par ce qui l'entoure. C'est l'environnement d'un immeuble qui détermine l'essentiel de sa valeur. Deux manières très simples de le concrétiser un peu. Prenons deux parcelles qui ont la même qualité de terre, elles ne sont pas bâties. Deux parcelles, donc comme on dirait au cadastre, en état de terre, qui ont la même qualité et qui ont la même superficie. Simplement, il en est une que vous mettez en plein centre-ville à Bordeaux et l'autre au fin fond de la Lozère. Objectivement, les biens sont les mêmes. Je dirais pas identiques parce que l'immeuble, vous le savez, est toujours regardé comme un corps certain. Mais au-delà de ça, si je dépasse le droit, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de doute
j'espère en vous, en cela que la valeur de ces deux terrains pourtant parfaitement identiques n'est pas la même. Et vous vous rendez bien compte que ce qui fait cette différence pour l'essentiel, c'est pas le bien, mais c'est son environnement, ce qui l'entoure. Deuxième exemple, je prends la même maison préfabriquée, les mêmes plans, la même distribution, et il y en a une que je mets en plein cœur de Bègle, et l'autre dans le Larzac, sur le même terrain. Enfin, le terrain du même superficie. Là encore, vous comprendrez que, alors que architecturalement ou concrètement, il n'y a pas de différence. La valeur est fondamentalement différente. Encore une fois, l'environnement est l'élément clé de la valorisation. Donc maintenant qu'on a tout ça, on peut lier les éléments pour comprendre l'enjeu des inconvénients anormaux. Et comprendre ce que je veux comprendre d'abord, c'est que ce n'est pas un enjeu de responsabilité. En plus de tout est licite au point de départ. Donc, revenons. Relions tout cela maintenant. Lorsque l'environnement d'un bien se dégrade, nouvelle nuisance ou augmentation de nuisance antérieure, non pas immédiatement, mais de manière programmée, le risque est celui d'une moins-value, d'une perte, d'une diminution de la valeur. Ça n'est pas encore un préjudice, puisque pour que le préjudice soit réalisé, il faudrait encore qu'une mutation opère et qu'elle donne lieu à un paiement. Mais c'est latent. Comme diraient les comptables, c'est une perte latente. Je l'inscris tout de suite parce que ça va arriver un jour. Bon. Et la réponse du droit, qui est donc, et c'est là qu'on va la ramener dans la nuance générale, très collective, la réponse du droit, c'est que on peut faire en sorte que ce préjudice n'arrive pas. Donc on peut éviter que les biens environnants, celui qui se trouve à proximité du fonds d'émergence, ne voit jamais ce préjudice se consommer, se concrétiser. Pour cela, il faut évidemment ne pas attendre que le pire survienne. C'est exactement la logique des inconvénients anormaux. Répondre par principe par une mesure qu'on appelle de cessation du trouble. Une mesure concrète, pas des dommages et intérêts. Faire des travaux, limiter les moments du trouble, tout ce qui permet de revenir à la situation antérieure. C'est donc un risque de préjudice qui est ici l'enjeu et la réponse. Or, un risque de préjudice, ça s'appelle, pour nous juristes, un trouble. C'est pour ça qu'on l'appelle, on peut appeler la matière des troubles du voisinage. Ce sont donc des risques de diminution de la valeur que le droit admet et dont il évite, qu'il dissout pour éviter la survenance du préjudice. Donc ce qui est protégé, maintenant retenons, ce qui est protégé, c'est la valeur d'immeubles, ce qui est protégé de manière préventive, ça ressemble étonnamment à une action possessoire, ce qui est protégé, c'est la valeur d'immeubles qui pourrait être menacée à terme si un inconvénient nouveau dans son principe ou son ampleur demeurait. Ok, on a compris que ce n'était pas de la responsabilité. La responsabilité supposerait qu'il y ait un fait générateur, un préjudice, et elle ne pourrait arriver que après. Dans notre système, la responsabilité est uniquement curative. Si le préjudice est sa condition centrale, par définition, elle dit « j'attends qu'il y ait le feu pour intervenir ». Là, on est vraiment dans une logique préventive. C'est très rare en droit civil. Bon, maintenant qu'on a l'intelligence de ce truc-là, qui n'est pas donc essentiellement de la responsabilité, qu'il puisse y avoir par ailleurs, accessoirement, des dommages-intérêts, c'est corroboré en droit positif, mais à d'autres conditions, et qui, elles, vont retrouver logiquement le préjudice. Au cœur, on défend bien là. On défend bien. Alors, non, pardon. Je ne vais pas tout dévoiler d'un coup. Que défend-on au cœur ? Il faut maintenant, maintenant ça se relie vraiment à ce que je vous dis. J'avais besoin de poser tout ça, parce que je ne sais pas quel est votre degré de compréhension ou de connaissance de ce thème-là. On va noter ensemble que
le demandeur, dans le cadre des inconvénients d'un mot du voisinage, n'est pas nécessairement le propriétaire d'un fonds voisin. Il peut l'être, il n'y a pas de doute. Mais la jurisprudence qui a créé ce système au fur et à mesure n'a pas réservé l'action au seul propriétaire ou plus généralement titulaire d'un droit réel sur un fonds voisin. Donc première chose, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Si cette action peut profiter à des propriétaires, elle ne leur est pas réservée. D'autres qu'eux sont recevables à obtenir la cessation de la situation. Locataire, emprunteur, mais plus généralement, et c'est la formule de la Cour de cassation, toute personne ayant une présence licite, on exclut juste l'usurpateur, t'imagines mal un squatteur dire écoutez, dans mon squat, avant ça sentait bon, et à cause du voisin qui exploite une pêcherie de harengs, désormais ça pue. Mais donc, à l'exception de l'usurpateur, qui est le nom joli qu'on donne en droit des biens aux squatteurs, à l'exception de l'usurpateur, toute personne qui a une présence licite sur le fond, sur l'un des fonds troublés, est recevable. Ce qui me montre qu'on s'approche de la société. En tout cas, on ne se limite pas simplement à un propriétaire qui dit « je vais perdre du pognon dans l'histoire si ça reste ». Et ce qu'il faut comprendre maintenant, et c'est tout simple, mais ça ne va pas d'évidence, c'est qu'effectivement, c'est une action qui profite, et c'est rare, mais comme toutes les actions qui sont préventives, c'est une action qui profite à d'autres qu'aux demandeurs. Je pose la question, donc voici une demande faite par toute personne qui a une présence licite sur un fonds troublé, en cessation du trouble. Ce juge, je vous demande de leur interdire, à peine d'astreinte, de faire ça la nuit. Je vous demande de leur imposer de faire un certain nombre de travaux. Ou je vous demande de les condamner à payer les travaux d'isolation. Enfin, il y a plein de réponses concrètes qui sont possibles. Mais lorsque le juge retient la cessation du trouble, lorsqu'il prononce ça ou ces mesures concrètes, je vous pose une question, parce que les bouquins ne vous le disent pas, et c'est pourtant évident, qui en profite in fine? Oui, je l'ai lu sur vos lèvres. L'ensemble des personnes pouvant se trouver aujourd'hui comme demain sur la zone qui s'était trouvée troublée. Donc, des propriétaires, des titulaires de droits réels, c'est sûr, ils en profitent, mais pas seulement. N'importe qui aujourd'hui ou demain se trouvera là. On voit bien comment, sous cet angle, l'action en inconvénients anormaux est une action d'ordre social, d'intérêt social, même si elle est déclenchée par un seul, ça reste judiciaire. Et comment elle s'inscrit, encore mieux que la précédente, dans la domination finale de la société sur tout propriétaire. Bon. Mais à partir de cet exemple, et là ça va aller beaucoup plus vite, je pense que par esprit d'escalier, vous voyez des pans beaucoup plus larges encore. Cela, c'est les deux gros passages, on va dire, qui clignotent en droit des biens. Si tu as un truc là-dessus, tu ne peux pas ne pas faire le lien et présenter dans ce sens, c'est être en face de la jurisprudence et pas faire de la doctrine. Je veux dire à quoi ça sert et où sont les intérêts. Mais à partir de là, tu peux presque balancer des grands morceaux. Ce dernier exemple nous amène à mentionner des droits entiers dont l'existence ne se justifie que par la primauté finale de la société sur tout propriétaire. Et là, il y en a deux auxquels tu peux songer. D'une part, le droit d'urbanisme. Il n'est fait que pour cela. Et d'autre part, et qui n'en est pas un ersatz, qui a son autonomie, le droit de l'environnement. Ces deux droits sont composés de limites à la propriété privée dans la mesure où elle s'exerce en société et où si le propriétaire est seul en rapport avec son bien, il est en revanche dans une vie
sociale et collective. Regardez, hein, tout ce qu'on dit dans nos ouvrages de droit des biens, du propriétaire qui décide seul, qui a l'abusus matériel, qui démolit, qui construit, qui change, parce qu'il l'a décidé, sans dépendre de personne d'autre comme un créancier ou un débiteur. Dans le rapport, c'est exact. Mais dès que vous situez l'exercice de ce droit en société, vous dites, ah oui, mais enfin, tout ça me semble subordonné à une pléthore d'autorisations d'urbanisme, qu'elles soient des permis, des déclarations, qui supposent des demandes, lesquelles demandes ne sont pas faites juste pour faire du papier ou faire chier le monde, qui sont des occasions de vérification, soit de refus, soit de limitation, soit de mesures de compensation, enfin, qui montrent bien que le propriétaire reste dans l'individualité, mais que le cadre de l'exercice de son droit est une société et qu'il ne la domine pas. Donc là, vous pouvez aller plus ou moins loin dans les exemples. Le tout, c'est de bien rappeler que la propriété est forte, c'est la plus forte de tous les droits privés, de tous les droits individuels, pardon. Mais elle reste dominée par la société. Là, peut-être, donc après avoir mentionné l'existence de droit, après tu prends les... Tant que tu n'as pas d'exemple, c'est pas grave. Tu as de bons exemples, tu en prends un et tu le développes. Là, on peut peut-être ramener quelque chose qu'on a laissé en suspens depuis le début de ce thème. Donc, en mentionnant la position du juge judiciaire qui a toujours été, non pas de vider la propriété privée, mais de ne pas la mettre au-dessus de la protection de la société ou des autres. Après avoir rappelé, par exemple, le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme. Et ce qu'ils peuvent avoir. Enfin, les servitudes d'utilité publique, c'est pas une vue de l'esprit. Les classements de zones. Ah, il y a un intérêt muséologique. Il y a de l'archéo-préventive. Il y a éventuellement une installation classée pour la protection de l'environnement. Il y a un risque naturel. Il y a un risque technologique. Et tu ne fais pas ce que tu veux. Et si tu ne le connais pas, tu prends juste, pas loin de chez toi, il y a un bâtiment classé. Il y a un monument historique. Et tout ça pèse sur ta décision de propriétaire. Parce que la société te dit, oui, mais tu n'es pas tout seul. Bon. Une fois qu'on a eu tout ça, on retrouve quand même ce que je vous disais, quelque chose que je n'ai délibérément pas mentionné jusqu'alors, mais je m'en étais expliqué. Si on revient au texte essentiel de la propriété, soit antérieurs au code, et qui sont aujourd'hui dans le bloc de l'égalité, soit même dans le code civil. Donc pour faire simple, 544, 545, 537, dans le code. Soit dans la déclaration universelle des droits de l'homme, soit, je sais pas moi, dans le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde. Tout, vous savez, parce qu'en plus, en matière de propriété, je pense que c'est des trucs que vous avez appris, ordre interne, ordre, dans l'Union, dans l'Europe des droits de l'homme, et enfin dans l'ordre national. Vous avez une litanie, vous pouvez tenir 5 pages juste sur les sources, ce qui, à mon sens, n'a aucun intérêt. Mais dans tous ces textes, qui tous se rejoignent, dans le côté... qui tous, oui, se rejoignent en France pour le côté individuel et sans partage, et privé, vous trouverez toujours le rappel de la prééminence finale de la société. Souvenez-vous, quand j'ai mentionné 544, je me suis gardé d'aller au-delà de la virgule, mais la virgule est là. En disant c'est super fort, le code ajoute tout de suite, pourvu qu'il n'en soit pas fait un usage prohibé par les lois et les règlements. 545 a beau le restreindre, le contraindre, le subordonner à des conditions, il ne refuse pas l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il n'en fait qu'une exception, mais il ne dit pas elle est totalement étrangère au système. 537, la même chose. Le premier article du premier protocole additionnel que tout le monde connaît sur le respect du droit, le respect dû au bien, ce qui dépasse la propriété, mais la cour, ajoute même chose, après avoir posé que c'était une liberté fondamentale, qu'en tant que telle, l'État français qui a ratifié le premier protocole additionnel doit mettre son droit en conformité et ne peut pas y porter atteinte. Il ajoute que néanmoins, dans un intérêt collectif, des atteintes sont possibles. Et je vous rappelle qu'en droit français, l'accession du droit de propriété au rang de liberté fondamentale de droit positif, 1982, s'est faite à l'occasion de lois de nationalisation, et que le Conseil constitutionnel n'a pas jugé non constitutionnel des atteintes à la propriété privée de titres, des meubles incorporels, en disant que l'intérêt était collectif et grâce, il faut le dire pour sourire, c'est en 82, grâce au produit de ces nationalisations, l'État allait pouvoir résorber le chômage. Alors que ça marche ou non, ça fait doucement rigoler, mais on voit bien comment même des atteintes
irrémédiables à la propriété privée, peuvent être jugés conformes au bloc de constitutionnalité si l'intérêt collectif en est l'enjeu. Bon. Voilà pour la première nuance, c'est la plus grosse. Donc, juridiquement, vous voyez bien que ça ne revient ni sur le caractère privé, par principe, ni même sur le caractère sans partage. Mais cela pose une limite, ce droit est très fort, c'est le plus fort de tous, mais c'est quand même la société qui l'octroie, et la société est sa propre fin dans le droit, pas l'individu. En tout cas, pas en France. Maintenant, il nous reste à aborder la dernière limite, qui est l'occasion de, pour moi surtout, d'insister sur les deux dernières techniques qui couvrent toute cette matière et que, logiquement, je ne pouvais pas envisager alors. Donc venons maintenant sur la nuance pratique. Celle qui n'est plus un choix de société, qui n'est plus une décision votée, qui est juste la prise en compte de ce que, en matière de propriété corporelle, il peut y avoir des limites concrètes. Donc, je l'avais annoncé tout à l'heure, mais je le reprends. La propriété sans partage suppose la profusion de biens. Qu'à chaque fois qu'un candidat à la propriété se présente, un bien soit libre à son appropriation, pour faire simple. Ce qui fut le cas dans notre système pendant plus d'un siècle et demi. Mais je vais juste les mentionner, une conjonction de facteurs qui n'arrivent pas tous en même temps, mais qui se stratifient, a fini par poser une limite, a priori, à l'application donc de cette forme de propriété. Alors, je vous donne juste les entrées, qui me semblent, pour ceux qui m'ont déjà entendu, il y en a quelques-uns, pouvoir être utilisés dans d'autres sujets. C'est juste, je pars du code, dont l'essentiel est encore là aujourd'hui, et je regarde la société dans laquelle il a été pensé, et le seul fait qu'il y ait des changements majeurs nourrit la possibilité que le droit ait dû s'adapter. Voici donc ce qui peut être mis en face de ce phénomène que je vous ai dit être celui de la raréfaction de l'espace, qui forcément, en face d'une propriété sans partage, devient à un moment donné un problème. Le premier, c'est la multiplication du nombre de Français par plus de 2 en l'espace d'à peu près un siècle et demi. Donc 2 fois plus de candidats possibles à la propriété sans partage. Deuxième phénomène, vous voyez bien que tout ça n'arrive pas en même temps, mais il y a un moment donné où tout se rejoint. C'est la division par 20 du territoire français sur la même période. Le passage d'un empire colonial à un petit bout d'hexagone quelque part au fin fond de l'ouest de l'Europe. Donc 2 fois plus de personnes sur 20 fois moins d'espace, ça ne suffit pas, mais ça commence à dire mais comment est-ce qu'on peut garder la même propriété? Évidemment, en matière d'immeubles, là où les règles sont faites, en matière de meubles, je pense qu'on va s'en sortir. Troisième phénomène, qui n'est pas neutre, c'est la multiplication par à peu près 2 de l'espérance de vie. Alors ce phénomène neutre en soi, sauf à rappeler que, et le Code civil l'indique, dans la société 1804, l'essentiel des transferts, des acquisitions de propriété foncière se fait à l'occasion d'une succession. Et je rappelle à tout le monde toujours ici que le Code civil parle identiquement, il les voit pour synonymes, de fonds ou d'héritage. C'est marrant, c'est une manière de dire, la propriété oui, c'est quand un propriétaire meurt qu'un autre prend sa place. Et vous comprenez bien que, là encore, ça ne pose pas de problème de concurrence ou de raréfaction. Mais quand il y a 20 fois moins d'espace, 2 fois plus de personnes et beaucoup moins de décès rapides, ces phénomènes commencent à compliquer l'appropriation. C'est pas tout. Les facteurs les plus marquants, avec ce qui précède, viennent maintenant. C'est grosso modo les conséquences successives des différentes révolutions industrielles, dont il résulte, c'est juste ça qui nous intéresse, la désertification rurale, la concentration autour de quelques zones géographiques, d'où mon exemple de souvenez-vous du chemin que vous avez fait ce matin et regardez celui que vous ferez ce soir ou tout à l'heure en sortant, vous allez bien voir qu'on est tous, on veut tous être propriétaires sans partage, mais quand tu regardes les choses, on est tous au même endroit. Et dernier facteur qui s'ajoute, mais plus récent, pas encore très développé dans l'après-guerre,
Deuxième Guerre mondiale, c'est le développement du crédit immobilier à la consommation. Tu vis plus longtemps, il y a moins de successions qui viennent tôt, mais on va t'offrir la possibilité, alors que tu n'en as pas les moyens, d'acheter. Et tu emprunteras sur 47 ans, et à la fin, comme disait Coluche, les ruines seront à toi. C'est vrai. Bon. Donc, dans cette situation, vous voyez qu'il n'est rien d'une décision politique. Il est devenu extrêmement compliqué de conserver l'idée que, en matière d'immeubles, là où le principe est pensé, la propriété resterait sans partage. Là, ici, première question qui va me permettre de voir les deux thèmes que j'ai laissés en suspens jusqu'à présent. Existait-il, dans le Code civil de 1804, des techniques qui auraient donc été compatibles avec la propriété de ce Code? Donc, question dans cette situation, j'ai mis un peu de temps à la présenter, mais enfin sinon, on ne comprend pas. Existait-il, originairement, donc, dans le Code, avec la propriété que l'on connaît, des techniques de propriété partagée, qui auraient pu donc être généralisées et utilisées en disant, ben voilà, dorénavant, on fera comme avant. Tout ça reste cohérent. Alors, oui, le Code civil connaît deux techniques. Si je mets à part la mitoyenneté que j'ai mentionnée, parce que ce n'est pas vraiment un bien, le bien mitoyen, c'est un passage. Donc pour les biens eux-mêmes, le Code civil connaît, et donc c'est compatible avec son système, deux formes d'appropriation collective, que sont, et l'ordre ne me paraît pas neutre, l'indivision d'un côté et le démembrement de l'autre. Donc vous aurez remarqué qu'évidemment, je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Donc ce qui est l'axe que nous empruntons maintenant est de savoir si, étant dans le Code, elles sont forcément compatibles avec le système plus généralement, si la réponse n'était pas simplement de généraliser ou d'augmenter, d'élargir ces cas. La réponse va être négative, et voici l'idée directrice, c'est que chacune à sa manière. Ces deux techniques, donc l'indivision d'un côté et le démembrement de l'autre, sont fondamentalement des exceptions dans le système d'appropriation français, et elles sont pensées, quand je dis ça, c'est pas historique, c'est jusqu'aujourd'hui compris, elles sont pensées donc corrélativement de manière étroite, qui en interdit, en l'état de notre système, la généralisation. Donc, l'objectif pédagogique avoué, c'est de donner l'essentiel de ces deux techniques et de voir après que c'est pas là qu'est la réponse, et il nous restera à voir la réponse qui est beaucoup plus rapide ensuite. Donc commençons par l'indivision. Un focus. Définition pour commencer, et on va commencer par la définir négativement. Première chose, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une erreur souvent répandue, l'indivision n'est pas un droit. Elle peut, une fois située, être vue, présentée comme un mode d'exercice, un mode de décision d'un droit dont l'originalité est d'être à plusieurs. Donc, tu peux jamais parler de l'indivision comme si tu parlais, de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit, du droit de superficie, du droit de servitude. C'est pas un droit. C'est une technique, un mode d'exercice d'un droit qui a ceci d'original qu'elle se fait collectivement, là où normalement le droit s'arbitre seul. Bon. Rapporter donc, tu peux avoir une créance indivise, il n'y a pas de problème là-dessus, et tu en connais. Donc rapporter au droit réel ou au droit de propriété, on peut présenter l'indivision, après avoir donné sa définition, on peut présenter l'indivision comme une situation dans laquelle, je répète, c'est pas sa définition, c'est sa présentation qui suit la définition. Une situation dans laquelle au moins deux personnes exercent en même temps un droit de même nature, de même type, par exemple un droit de propriété, sur le ou les mêmes biens. Unité de sujet, unité de type de droit, unité d'assiette d'exercice. Une vraie tragédie dans notre système, c'est clair. Alors,
Il y a donc, clairement en matière d'indivision, dans un droit réel, et par exemple dans le droit de propriété, une contradiction flagrante avec le principe. La propriété est pensée pour que tout dépende de la décision d'un seul. C'est tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. L'indivision, qui met en présence des personnes de droit absolument identiques, deux propriétaires, s'accompagne d'une décision collective. Donc on voit déjà comment elle n'est pas en face du principe. Enfin, du choix. Maintenant, quels sont les éléments essentiels de sa structure? J'en ai donné la définition, la présentation, je l'ai tout de suite situé par rapport au principe. C'est bien une exception, il n'y a pas de doute, et on a vu pourquoi. Et maintenant, mais pour l'instant, il n'y a rien à comprendre. Je pose l'essentiel. Il y a trois éléments majeurs dans le régime de l'indivision. Le reste, c'est du détail. Le premier, qu'on oublie toujours, parce qu'il n'est pas à l'article 815, il est nulle part, mais qui est le plus important. Premier élément essentiel à retenir, l'indivision n'est pas personnalisée. C'est un groupe, enfin, c'est un bien ou un groupement de biens qui n'est pas doté de la personnalité morale. Alors, j'annonce quelque chose, enfin, j'avance quelque chose qu'on aura l'occasion cet après-midi de développer. Mais il en résulte clairement que l'absence de personnalité de l'indivision. Je vous rappelle que la copropriété l'a de droit, hein, donc c'est pas parce que ce sont des biens. Et je vous rappelle qu'il y a des groupements personnalisés de biens, les fondations par exemple. Donc ne dites pas, mais je vois pas comment. Non, non, tout est possible en droit. Hein. Mais le choix que l'indivision ne soit pas personnalisée la rend non pérenne. Donc c'est déjà une manière de comprendre à contrario ce qu'apporte la personnalité morale. C'est pas fait pour durer. Et interdit d'en désigner un représentant qui soit toujours le même. Donc c'est pas fait pour durer et c'est même compliqué sur l'instant. C'est pas neutre. C'est pour ça que ça me semble être la première des caractéristiques cruciales de l'indivision. Après, il y en a une deuxième, et celle-là, elle est traduite à l'article 815, ça doit être, je crois, l'article 815, 3 du Code, enfin, -3. Ce principe que vous connaissez en général, qui est le principe de l'unanimité. En matière d'indivision, aujourd'hui encore, hein, même après la réforme de 2006, le principe en indivision, c'est que il n'est pas une décision qui ne se prenne autrement qu'à l'unanimité. On verra les exceptions plus tard, mais elle reste étroite. Ce principe est logique. Vous allez voir, ça dépasse de beaucoup la logique. Il est logique puisque, par structure même, l'indivision réunit plusieurs personnes qui ont le même droit sur les mêmes biens. Si on prend un droit de propriété, où normalement la décision de chacun est maîtresse, quand je suis seul propriétaire, je décide seul. Quand nous sommes plusieurs propriétaires du même bien, il est logique qu'il faille valider que tout le monde unanimement est d'accord pour qu'une décision soit suivie des faits. Il n'y a pas de sous-propriétaire dans l'indivision. Et ajoutons, même si la réforme de 2006 a fait un peu évoluer, mais ça reste quand même l'idée, ajoutons que l'indivision est régie par des considérations abstraites. En ce sens, c'est ça que je veux dire, que ce qu'on appelle dans le code bêtement des parts, il n'y a pas de part, il n'y a pas de capital social, il n'y a pas de capital parce qu'il n'y a pas de personnalité. Mais, autrement dit, la vocation dans le partage des différents indivisaires est neutre. Il n'y a aucune logique économique dominante dans l'indivision. Très concrètement, prenons deux indivisaires dans un droit de propriété. Un qui a 1% de vocation au partage et l'autre 99%. Mais comme l'indivision est dans une logique abstraite, ces vocations n'ont pas d'incidence. Ce qui compte, c'est que les deux ont le même droit sur le même bien en même temps. Donc, ils comptent autant l'un que l'autre. Voilà comment on justifie, logiquement, l'unanimité. Il ne faut pas être dupe. Au-delà du beau discours juridique, l'unanimité est aussi, à sa place dans l'indivision,
pour une raison plus noire. Plus noire si on la regarde à hauteur de l'indivision, mais plus fertile à hauteur de droit. La conséquence inéluctable de l'unanimité, c'est qu'une question de temps, et parfois ça peut venir très vite, c'est le blocage. C'est fait pour. Je dis volontiers, parce que je suis un vieux qui me répète, qu'il est parfois déjà extrêmement difficile de se mettre d'accord avec soi-même, qu'à deux, ça devient une entreprise presque irréaliste, à trois et au-delà, c'est foutu. Et pour n'importe quelle décision, que ce soit elle-même ou parce que c'est l'enjeu d'échanges égoïstes compliqués, enfin, la conséquence concrète, humaine et pragmatique inéluctable de toute unanimité, c'est pour ça qu'il y a, sauf décision majeure, dans les groupements personnalisés, quasi aucune unanimité, parce qu'on sait que ça bloque. Là, il n'y a pas de personnalité, donc il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de représentant. Personne n'a le dernier mot, tout le monde est aussi important, même si j'ai un Gugus qui compte pour 1% et moi 99%. Si j'étais en société, en groupement personnalisé, je dirais, écoute, merde. Là, c'est pas le cas, et vous comprenez pourquoi je dis le premier principe, c'est l'absence de personnalité, c'est même plus important que le reste. Donc la conséquence de l'unanimité, qu'on peut justifier en droit, est surtout de bloquer l'indivision. Et je n'ai pas forcément encore l'adhésion de tous, parce que vous êtes en train de vous dire, le droit ne peut pas être mal fichu, il ne peut pas souhaiter le blocage. Si. Parce qu'il y a le deuxième principe. Donc, règle de base, pas de personnalité morale. Premier principe, unanimité. Deuxième principe, précarité. Et les trois sont liés. Hein. Le blocage qui accompagne l'unanimité n'est pas grave aux yeux du droit, parce qu'il pourra toujours être dépassé. En effet, vous connaissez l'expression, traduite dans le code, hein, nul n'est tenu de rester dans l'indivision. L'indivision est précaire et la demande d'un seul indivisaire, là c'est le droit, hein, la réalité pratique c'est qu'après ça peut être très compliqué mais on y arrive toujours. La demande d'un seul indivisaire suffit par principe, il y a quelques exceptions aujourd'hui mais on reste à hauteur de principe, à faire cesser l'indivision. Alors après, ça prend du temps parce qu'il faut préparer l'allotissement, remplir les droits, procéder à ce partage, et ce n'est qu'ensuite qu'on va retrouver la situation de principe, la parenthèse qui se referme, mais peu importe. Et la jurisprudence, c'est ça extrêmement intéressant, a toujours estimé que le droit de demander le partage était discrétionnaire. Entendez bien quand même ce que ça veut dire de manière sous-jacente, c'est oui, je demande le partage et je le dis urbi et orbi et en face du juge, c'est uniquement pour faire chier mes frères et sœurs. Oui, si c'est un droit discrétionnaire, aucune sanction possible. Donc ça montre bien que tout est fait pour que l'indivision s'arrête. L'absence de personnalité morale, qui ne la rend pas pérenne, l'unanimité, qui l'amène au blocage, et le blocage qui n'est pas grave, par la précarité, qui sont des principes incompressibles. J'indique, même une indivision conventionnelle ne peut pas vider ces deux principes-là de leur substance. C'est consubstantiel à l'indivision. Alors, donc, première conclusion pour nous, parce qu'il faut le ramener à l'idée, quand la raréfaction de l'espace apparaît comme inéluctable. À la question de savoir si l'on peut utiliser une technique du Code civil, ancienne, validée, pour répondre à cette situation, il est certain que l'indivision ne le permet pas. Elle a été faite pour s'arrêter le plus tôt possible. Et vous vous souvenez peut-être que quand le partage a lieu, il a ce qu'on appelle un effet déclaratif. C'est pas la peine de le noter si vous ne le connaissez pas, c'est juste un rappel pour... Ça veut dire que même en droit, on efface juridiquement tout ce qui a pu être la période d'indivision. On dit que ce que chacun d'entre nous reçoit au titre du partage, on est censé avoir été propriétaire exclusif de cela depuis l'origine de l'indivision. Donc non seulement ça s'arrête très vite, mais ça s'efface, on n'aime pas ça. Alors, donc on ne pouvait pas gérer la raréfaction de l'espace par l'indivision qui structurellement n'a pas été faite pour ça. Alors vous pouvez juste me dire, ok monsieur, mais enfin si c'est le cas, qu'est-ce qu'on est con d'avoir l'indivision dans ce système? Enfin, regardez, on ne l'aime pas, on fait tout pour qu'elle s'arrête. Pourquoi on l'a? Réponse, au moins en 1804. Il n'y a qu'un cas d'indivision légale en 1804, c'est l'indivision successorale.
C'est-à-dire, du point de vue du droit des biens, la situation où où une personne meurt et où on ne peut pas du jour au lendemain savoir ni exactement qui lui succède, ni à quoi. Donc si on n'a pas une réponse à cette situation, le risque, c'est celui d'une vacance dans la propriété. C'est aussi simple que ça. Or, la vacance dans la propriété de meubles a une réponse en droit français. Si un meuble, de meubles, on coupera au montage, merci, d'immeubles. La vacance dans la propriété d'immeubles, dans notre système, a une réponse. Un immeuble sans maître appartient à l'État. Compliqué de gérer la situation dans laquelle on n'a plus un propriétaire, on en aura d'autres, mais on ne sait pas qui tout de suite, et avec des immeubles dans l'ensemble qui sont regardés comme l'élément essentiel de la valeur. La réponse est l'indivision. Il dit, écoutez, voilà, c'est entre vous. Dans quelle mesure et quoi, on ne sait pas, mais voilà, vous avez tous un droit de type propriété ici, qui flotte, et on verra plus tard, on se verra qui est seul propriétaire de quoi. Donc comprenez bien que dans notre système, c'est plus vrai aujourd'hui parce que toutes les réformes patrimoniales du droit de la famille dans les 30 dernières années se sont faites essentiellement à base d'indivision. Parce que ça n'a pas que des inconvénients, mais ça a amené à la réforme de 2006 en disant on multiplie les indivisions, il va peut-être falloir les rendre un peu moins ingérables au quotidien. Mais c'est resté quand même au cœur, dans cette logique de l'indivision légale n'est que pour un cas parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais elle est tellement liée à ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire à une pluralité et à la prise en compte d'un autre, que quand on la déclenche, on fait en sorte qu'elle s'arrête très vite. On la déclenchera toujours, parce qu'il y aura toujours des êtres humains qui décèdent, ça arrive, et parfois ils étaient propriétaires, mais ça n'est pas pérenne. Ok, reste la deuxième grande technique que le Code pouvait connaître d'une propriété à plusieurs. On pense au démembrement, et il n'y a pas de difficulté ici entre nous à le restreindre à une forme de démembrement que vous connaissez, mais c'est loin d'être la seule, qui est le droit de nue propriété et le droit d'usufruit. Il y en a d'autres. Bon. Alors, le démembrement, en matière de droit réel, se définit comme la répartition entre au moins deux personnes. Tout de suite, on voit le ver dans le fruit, sur le modèle de la propriété. La répartition entre au moins deux personnes de prérogatives qui, par principe, sont réunies en une seule. C'est une ventilation, c'est une répartition. J'aime dire, je joue avec les mots, ce ne sont que des synonymes de... Enfin, ça peut être vu sous un certain nombre comme des synonymes de démembrement. Donc répartition, ventilation, et l'originalité, c'est de répartir entre plusieurs personnes ce qui, par principe, est cumulé, est monopolisé par une seule. Donc, application que vous connaissez, sur la trilogie, dont je ne fais pas grand-chose, je ne vous en ai pas parlé, sur laquelle la propriété se composerait de prérogatives que sont l'usus, le fructus et l'abusus, eh bien, l'un des principaux démembrements consiste à répartir l'usus et le fructus dans le patrimoine d'une personne et l'abusus dans le patrimoine d'une autre. Bon, ça c'est pour la définition et l'image. Maintenant, la situation, en conséquence, en cas de démembrement, et ça c'est pour bien en faire la distinction avec l'indivision, c'est deux choses distinctes, d'ailleurs qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Donc en termes d'application, en situation, le démembrement amène à ce que sur un ou plusieurs biens, deux personnes au moins exercent simultanément des droits réels de nature distincte. Alors maintenant, pour qu'il n'y ait pas de confusion, on a, parce qu'on a suivi, en fait, j'ai suivi le même schéma de présentation que celui que j'avais pour l'indivision en structure. Donc on a tous les éléments qui distinguent et ceux qui rapprochent. Il n'y a qu'un seul élément qui rapproche, c'est l'exercice simultané sur le ou les mêmes biens de droit. Donc quelque chose qui n'est plus individuel, qui est de l'ordre du partagé.
par où le démembrement est lui-même une dérogation au principe, et le reste qui nous montre toutes les différences. Première chose, le démembrement aboutit à des droits réels. Ce n'est pas qu'un mode de gestion. Contrairement à l'indivision, le démembrement fait apparaître des droits réels qu'on ne voyait pas jusqu'alors. Et deux, oui, le démembrement, et c'est le plus important, est toujours à l'origine d'une hiérarchie des droits en présence, et donc des titulaires en présence. C'est, sous cet angle, très très différent du cas précédent, parce que autant l'indivision nous dit par principe tout le monde a le même droit, donc tout le monde pèse autant, juridiquement, tout le monde a le même droit, tout le monde pèse autant, même si économiquement les vocations sont différentes, il y a cette idée d'égalité à la base de l'indivision et qui permet donc de justifier l'unanimité avec tout ce qu'on veut derrière. L'inégalité est à la base même du démembrement. Et on va s'en rendre compte, peut-être contrairement à quelques évidences qui vous habiteraient encore, il y a effectivement, si l'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous les deux des droits réels, si l'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous les deux des droits réels, en revanche, ils ne sont pas du tout placés juridiquement sur un pied d'égalité. Je reprends. Si l'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux des droits réels, ils ne sont néanmoins pas placés sur un pied d'égalité et toutes les règles, quand on sait les analyser, sont favorables au nu-propriétaire, qui est le seul véritable propriétaire ici. Il en résulte donc, sans que je l'ai encore démontré par des exemples, mais que vous connaissez, que l'usufruitier est certes un titulaire de droit réel, mais de seconde zone, subalterne. Autrement dit, tout de suite, le démembrement est la forme moderne la plus proche de la propriété féodale. On retrouve la même idée. Des droits réels, mais hyper hiérarchisés. Et ça suffit déjà à comprendre que dans le Code civil, c'est extrêmement étroit. Alors, maintenant, essayons de voir cette hiérarchie dont je vous parle, ce qui nous permet d'aller chercher les 2 ou 3 éléments de régime caractéristiques de l'usufruit. Premier élément à retenir ici, c'est que l'idée directrice du démembrement, c'est la nécessaire reconstitution de la pleine propriété. C'est pas tout de suite, hein, c'est peut-être plus tard, un jour, mais c'est inéluctable. Donc première chose, tout démembrement est inscrit dans une histoire, dans une perspective, dont la fin est connue tout de suite. La pleine propriété se reconstituera. Le démembrement est donc lui aussi une parenthèse. Parenthèse pour revenir au principe un jour ou l'autre. Et c'est lié, cette perspective inéluctable suffirait à justifier que le nu propriétaire soit toujours préféré à l'usufruitier. C'est lui qui gagnera à la fin de l'histoire. C'est en sa personne, en son patrimoine, que le principe reviendra. Bon, ça c'est juste une idée. Et maintenant, des éléments techniques en dessous. Premier élément technique, il y a une sanction de l'usufruit, qu'on appelle l'abus d'usufruit, dans les cas où l'usufruitier ne respecte pas les devoirs que le droit lui impose, et qui suffit à faire cesser l'usufruit. Donc, au-delà de toute sa logique temporelle, l'usufruit peut cesser dès lors que l'usufruitier ne respecte pas les biens et donc menace concrètement le retour à la pleine propriété. Deuxième chose, là on va retrouver les choses que vous connaissez mieux. L'usufruit est un droit qui, au plus long, est viager. C'est les règles impératives. Hein. Donc l'usufruit, normalement, ne dépasse pas la vie de l'usufruitier. C'est un des rares droits dans lesquels on ne succède pas.
quand l'usufruitier meurt, le droit d'usufruit non pas s'éteint, mais rejoint la pleine propriété. Donc, sur une espérance de vie à 40-45 ans dans le code en 1804, on comprend bien que de toute façon, c'est pas fait pour durer. La même règle a été trouvée dans le code pour les personnes morales en disant on a un trou dans la raquette, on a un risque, puisqu'elles ne meurent pas. L'usufruit des personnes morales, article 617 du code civil, je crois, ne peut jamais dépasser 30 ans. Attention, hein, c'est 30 ans en tout, c'est-à-dire que sur un bien, une personne morale qui peut durer 200 ans ne peut jamais au total dépasser 30 ans d'usufruit de ce bien. C'est pas simplement par période en disant on se remettra d'accord à la fin. La Cour de cassation l'a jugé encore en 2007, donc c'est hyper strict. L'usufruit s'arrêtera. Il s'arrêtera au plus tard, hein, avec la mort de l'usufruitier si c'est une personne physique, avec l'échéance de 30 années en tout ou en cumulé si c'est une personne morale, mais ça ne durera jamais. Et ensuite, le code est quand même riche de règles qui montrent soit, alors je vais donner les deux idées, soit que l'usufruitier, étonnamment, est sous la coupe du nu propriétaire, et je vous dirai pourquoi étonnamment, truffé de règles qui montrent que, dans l'intervalle, l'usufruitier est étonnamment sous la coupe du nu propriétaire, ou mieux, que l'usufruitier est régulièrement invité à abandonner son droit, avant même qu'il ne s'éteigne de lui-même. Prenons les deux affirmations. L'usufruitier est sous la coupe du nu propriétaire. Je suis d'accord avec vous, a priori, c'est totalement étonnant et même déplacé. Pourquoi? Parce que le droit d'usufruit est un droit réel. Et de dire que le titulaire d'un droit réel dépend d'un autre ressemble étonnamment à la relation entre un débiteur et un créancier. Bon. Et néanmoins, donc, quoi que l'usufruit soit bien un droit réel, vous allez voir que par un biais technique, sans faire du nu propriétaire, hein, le créancier de l'usufruitier, le droit est parvenu à la même situation de domination. On le voit dans deux beaux exemples. Le premier, c'est celui, alors c'est une tarte à la crème, hein, de l'article 595 du Code civil, celui des baux passés par l'usufruitier. Donc voici la situation pour comprendre l'enjeu un instant et concrétiser. Donc un bien dont la propriété est démembrée et qui est susceptible d'une location. A priori, si on est juste réaliste, si on ne voit pas des enjeux plus profonds, on se dit, ce bien a en même temps un usufruitier et un nu propriétaire. Lequel des deux peut louer? Ou sont-ce les deux? Si on reste dans la technique, on se dit, pour louer, il ne faut pas forcément être propriétaire, mais enfin, il faut pouvoir avoir l'utilisation et percevoir des loyers. Ça paraît assez simple. Eh bien, c'est clair. Ces facultés-là, l'usufruitier les a, puisqu'il a l'usus, peut s'en servir, il a le fructus, donc il peut avoir les loyers. Et en revanche, le nu propriétaire ne les a pas du tout, puisqu'il n'a, par définition, ni l'usus, ni le fructus qui se rapportent au bien. Vous me suivez? Donc, théoriquement, l'usufruitier devrait louer par sa seule décision, comme tout titulaire d'un droit réel. Je ne vais pas te demander si tu es d'accord ou pas, enfin, je suis seul à décider. Ceci n'est pas totalement inexact, mais ne vaut que pour, alors, des baux de durée inférieure à 9 années, et dont le régime n'ouvre pas à un droit au maintien dans les lieux, ou à défaut à une indemnité d'éviction. C'est-à-dire, grosso modo, les baux professionnels, hein, je ne confonds pas professionnel et commercial, le bail ordinaire du Code civil, c'est-à-dire pas vraiment grand-chose, et le bail d'habitation qui n'est pas un droit qui offre un droit, enfin, en tout cas sauf loi de 49, qui n'ouvre pas une indemnité d'éviction et un droit de maintien dans le lieu. Bon. Pour tous les autres, on se perd dans le détail, c'est-à-dire soit les baux ordinaires de plus de 9 années, soit des baux qui, par leur structure même, offrent une stabilité aux locataires, ou en contrepartie une indemnité d'éviction assez dissuasive. Donc, baux ruraux, baux commerciaux, pour l'essentiel. Même les baux ordinaires de plus de 9 ans. La
le nu propriétaire a toute la protection du droit. Soit qu'ils doivent apporter... Oh merde. C'est pas passé au micro, ça. Hein. Soit qu'ils doivent apporter... Oh, ça me trouble. J'ai deux mains gauches. Et le problème, c'est que mon côté gauche ne fonctionne pas, donc c'est top. Alors, soit donc que le nu propriétaire doive, à peine de nullité, autoriser le bail. Donc vous voyez bien comment un titulaire droit réel, l'usufruitier, dépend d'un autre. Il demande la permission. Ce qui est totalement, évidemment, étonnant en face d'un droit réel. Soit ces baux ne requièrent pas l'autorisation, mais sont réductibles pour ne jamais dépasser 9 années si l'usufruit cesse avant le terme de ces baux. Le nu propriétaire a toujours le dernier mot. Soit il doit autoriser, à peine de nullité, soit dans l'autre cas il n'a pas à autoriser, mais il ne pourra jamais subir la présence d'un locataire plus de 9 années, même si le bail a été consenti valablement par l'usufruitier pour 30, 40, 50 ans. Bon. Donc on voit bien l'immixtion du nu propriétaire dans la perspective de la fin de l'usufruit, dans les décisions de l'usufruitier. Mais le mieux est la suite trouvée par ce que nous enseignent les articles, dernier exemple, 605 et 606 du Code civil. D'abord, ils sont extrêmement intéressants dans l'usufruit, puis je me permets de les développer un peu parce que, à partir de leur exemple, on va en trouver l'application dans à peu près tout le droit des personnes pour ce qui est de la capacité, et dans une grande partie du droit des contrats nommés, puisque c'est une référence généralisée. Ça part de l'usufruit, mais la logique, en tout cas de la distinction, a été généralisée. Voici ce que disent ces articles propres à l'usufruit. Ils disent, relativement... Alors, ils ne règlent pas. Ils s'occupent de la question des dépenses que doit recevoir un bien dont la propriété est démembrée. L'article 605 dit, voilà, je définis les dépenses d'entretien courant. C'est tout. Et l'article 606 dit, pour faire simple, tout ce qui n'est pas dépenses d'entretien courant est grosse réparation. Voilà, a priori, c'est que ça, ces deux articles, donc on se dit, c'est très neutre. Bon, ensuite, appliquer à l'usufruit, qu'est-ce que cela veut dire? Première chose, les dépenses d'entretien courant sont un devoir de l'usufruitier. Un devoir, hein, j'ai pas dit une obligation. Il n'y a pas de créancier, c'est un titulaire de droit réel. C'est donc la loi qui lui dit, ok, tu es seul, mais tu as le devoir d'entretenir le bien. Et on voit à nouveau comment, en respectant la nature de droit réel, le Code a remis le nu propriétaire au devant de la scène, puisque c'est le premier et à peu près le seul qui peut demander au juge de faire mettre en œuvre ce devoir. Ils ne sont pas créanciers et débiteurs l'un de l'autre, mais par cette technique, on voit bien encore une fois que l'usufruitier ne décide pas seul, et s'il décide de ne pas faire les dépenses d'entretien courant, le nu propriétaire peut, par le biais de ce devoir et du juge dans l'intervalle, le lui imposer. Et la sanction, c'est éventuellement la déchéance de l'usufruit, encore une fois. Maintenant, attention, il n'y a pas d'autre symétrie. Enfin, c'est pas d'autre, c'est mal dit, il n'y a aucune symétrie. Venons à l'article 606, c'est là souvent la confusion. L'article 606 ne sert qu'à dire où s'arrête le devoir de l'usufruitier. L'article 606 ne sert qu'à déterminer où s'arrête le devoir de l'usufruitier, mais il faut être clair, les grosses réparations ne sont pas un devoir du nu propriétaire. Pas de symétrie. Réparation, enfin dépenses d'entretien courant, devoir de l'usufruitier. Grosse réparation, devoir de personne. Et j'ajoute, pour ensuite vous montrer la logique, que selon, alors je crois, l'article 599 du Code civil, c'est peut-être 598, j'ai un doute. Selon l'un de ces deux articles, il est précisé que si l'usufruitier fait spontanément des dépenses qui ne lui incombent pas, c'est-à-dire de grosses réparations, si l'usufruitier fait spontanément des dépenses qui ne lui incombent pas, il n'aura jamais droit à une indemnité. Il n'y a pas d'impense ici. Donc, à fond perdu. Et voici maintenant le discours total du Code.
Un bien dont la propriété est démembrée suppose les dépenses les plus importantes, grosse réparation. L'usufruitier qui se sert du bien ne peut pas contraindre le nu propriétaire à les faire. C'est pas un devoir. Lui, pour le coup, il est vraiment titulaire d'un droit réel. Il décide seul, il fait ce qu'il veut. Et deuxième chose, si l'usufruitier, qui est quand même celui qui en pâtit tout de suite, fait cette dépense, il sera appauvri ad vitam aeternam, puisqu'il n'aura jamais, il dépensera quelque chose qu'il n'était pas tenu de faire, et le Code dit sans remboursement, sans indemnité. Résultat, ces règles sont faites pour inviter fortement l'usufruitier à abandonner son usufruit dès que la situation se présente. Ces règles sont délibérément défavorables à l'usufruitier. Encore une fois, parce que l'usufruit n'est qu'une exception de notre code. Vous pourriez me faire la même remarque à la fin de l'indivision, en disant mais c'est tellement nul comme structure, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on a un besoin dans le code, un seul. Il n'y a qu'un seul usufruit légal en 1804. Hein. Et on n'a rien trouvé de mieux que l'usufruit, mais il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que ça se structure, et ça n'est qu'une réponse temporaire. Le seul usufruit imposé par la loi en 1804, donc pourquoi est-ce qu'on recourt à ce truc qui a l'air tellement déplorable que les règles sont faites pour que ça ne dure pas et que ce soit moche? Parce qu'il y a quand même un cas dans lequel on ne sait pas faire autrement. À nouveau, c'est celui du décès d'une personne, mais il se trouve que cette personne est mariée. Bon. Le problème est celui de la situation du conjoint qu'on dit encore et qu'on dira durablement encore, survivant. C'est-à-dire qui n'a pas, a priori, normalement, sa place là. Le problème, c'est celui du conjoint survivant. Il faut attendre 2002 pour qu'on l'appelle successible. Hein. Le changement de nom est jamais neutre en droit. Pendant près de 2 siècles, ça pose un problème qu'ils ne sont pas morts en même temps. Et je vais te montrer lequel. Et quand même, en 2002, on dit, non, la survie d'un des membres du couple est juste normale. Mais, première chose, et tu vas voir pourquoi c'est un problème. Et pourquoi la seule réponse, c'est l'usufruit, mais il ne faut pas que cette réponse se généralise. Donc, 2 questions. Et là, je pense que je vais arriver à le faire comprendre simplement. Première question qui se pose alors, comment assurer, et c'est une technique du droit civil général, la maintenance du conjoint survivant? Comment faire que le prédécès qui s'est produit ne bouleverse pas sa situation? Quelle serait la meilleure réponse? Comment est-ce qu'au moins en droit, on peut maintenir la situation du conjoint survivant? Réponse, en reconnaissant la propriété de ce conjoint sur tous les biens du prédécédé. Si vous voulez que rien ne change, c'est quand même la solution la plus simple. Vous me suivez? Certes. Et c'est bien là, hein, tu vas comprendre pourquoi je te dis qu'il pose un problème ce conjoint pendant longtemps. Ok, mais deuxième question à ce moment-là, comment s'assurer qu'au décès du survivant, les biens dont il a reçu ainsi la propriété reviennent dans le lignage du prédécédé? Je vais faire un petit schéma. Normalement, je choisis la manière la plus simple, c'est en posant les questions successivement. Il faut peut-être ici une légère incise, un instant. C'est quelque chose qui est encore droit positif, hein, et qui peut paraître, évidemment, j'ai regardé les regards qui sont plutôt des regards féminins, c'est pas fait contre les femmes, mais il se trouve que la réalité de la société, c'est qu'effectivement, ça tourne contre les femmes, parce qu'elles vivent plus longtemps, structurellement. Mais, et c'est toujours le droit positif, hein, il y a quelque chose que notre droit patrimonial déteste, patrimonial de la famille, hein, c'est l'alliance. Le principe, donc tu as monsieur et madame, tu as papa et tu as maman. Ok. On les suppose mariés. Mais dans d'autres formes de couples non mariés mais qui se structurent, tu retrouves cette idée. L'idée c'est que, et c'est un truc mais antédiluvien, c'est que les biens doivent rester dans le lignage. Ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous. Le problème du mariage, c'est qu'il crée ce qu'on appelle un lien. Donc, dans cette direction-là, c'est ce qu'on appelle le lignage. Mon grand-père, mon père, moi, mes enfants. Ma ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle, et même chose, pour monsieur ou madame, peu importe. À côté se trouve ce qu'on appelle le lien d'alliance, qui est celui qui résulte essentiellement du mariage.
Si on dit quand monsieur décède, bah, le mieux pour assurer le maintien de la situation de madame, c'est qu'elle soit propriétaire, c'est super. Bah ouais, elle soit propriétaire de tout. Comment juridiquement limiter la casse? Sauf que si madame est propriétaire de tout ce qui était à monsieur, quand madame décédera elle-même, les biens qui étaient dans la ligne de monsieur vont rester dans la ligne de madame. Et l'alliance aura joué ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire une espèce, comment dire, de passage des biens d'une ligne à l'autre. Oh, quelle horreur! Mais ne me regardez pas comme un vieillard antédiluvien, réac, qui ferait passer un Le Pen pour un progressiste de la meilleure eau. C'est encore notre droit. Je veux pas. Et notre droit est éventuellement une partie de notre société. Hein. Je veux pas que les biens finissent dans la famille de la bru. C'est ça. C'est juste ça. Alors, regardez comment la première réponse, si vous voulez que le conjoint survivant voit sa situation maintenue par le droit, faites-le propriétaire de tout ce que le prédécédé avait. Est une bonne réponse, sauf qu'elle menace, au deuxième décès, d'aboutir à ce que notre droit déteste jusqu'aujourd'hui compris, c'est-à-dire que des biens sortent d'une ligne et par l'alliance rentrent dans une autre ligne. Que la ferme de la famille finisse dans la belle famille. Ça, c'est insupportable. Mais rigolez pas, on l'a tous vécu, hein, et c'est encore notre droit. C'est pour ça que je me suis permis de dire, c'est pas qu'un truc de vieux à la con. La réponse, c'est l'usufruit. Comment dire, il faut que le survivant ait les mêmes droits que le prédécédé, en lui reconnaissant des droits de même nature sur les biens qui étaient ceux du prédécédé. Mais on ne lui reconnaissait pas une propriété, mais juste un usufruit avec la structure de l'usufruit. En désignant dans le lignage des nus propriétaires, on s'assure qu'au décès du conjoint survivant, toute la pleine propriété se reconstituera dans la ligne. Donc un cas isolé, il n'y en a qu'un seul, hein, comme l'indivision en 1804, qui explique comment on recourt à quelque chose d'exceptionnel par rapport au principe, et comment on le structure par des règles qui, si vous ne comprenez pas l'enjeu, vous paraissent mauvaises. Mais la conclusion est là devant nous, comme tout à l'heure pour l'indivision. Je reviens maintenant, donc j'ai fait mes deux gros passages, mes deux piqûres, l'essentiel d'eux à comprendre. En situation de raréfaction de l'espace, encore moins que l'indivision, le démembrement ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas être utilisé. Donc il a fallu trouver d'autres choses. Et alors, pour que vous compreniez maintenant, c'est la fin, hein, là où je veux en venir, on a tous en tête que, ou maintenant qu'on a ouvert le sillon, on voit bien où je veux en venir. Il y a à peu près 4 ou 5 réponses à la raréfaction de l'espace, qui sont donc des formes assez récentes. La première, c'est la copropriété, enfin la première, c'est à laquelle vous songez tous, c'est la copropriété. Et au moins vous vous êtes rendu compte du pourquoi la copropriété n'est pas une forme de démembrement, pas plus qu'elle est une forme d'indivision. Il a fallu qu'on trouve autre chose. La deuxième grande réponse à la raréfaction, c'est... Allez, je ne peux pas tout donner là. C'est le lotissement. Si j'osais, en faisant une merde en urbanisme, en droit d'urbanisme, je vous dirais qui est la forme horizontale de la copropriété verticale. Dans les grandes lignes, c'est pas faux. La troisième réponse, c'est aussi la volumétrie. Je vais expliquer tout ça en un mot. La quatrième réponse, c'est les droits de superficie. Au moins pour celles dont vous avez peut-être entendu une fois parler. Mais tout ce que je veux dire, c'est des mentions. Je vais mettre quelque chose en face. Tout ce que je veux vous dire, c'est que... Alors attendez, après on peut ajouter la fiducie, dont on peut difficilement dire qu'elle soit encore une réponse aujourd'hui, mais qu'elle est en chemin. Et puis éventuellement, mais qui reste plutôt un truc pour des appartements en ruine en Espagne, de la propriété à temps partagé. Aucune de ces formes modernes de réponse à la raréfaction de l'espace n'est à base de démembrement ni d'indivision. Aucune. Pas tellement difficile de comprendre pourquoi. Alors, maintenant que j'ai dit ce que ça n'était pas et pourquoi c'était aussi intéressant, au-delà du côté pédagogique, de faire un bon morceau sur l'usufruit et sur la division, voilà les deux choses qui ont dû être découvertes pour répondre à la raréfaction de l'espace. Donc on sait qu'on ne va pas pouvoir y arriver, et là, 30 ou 40 ans après, hein, ça se vérifie, on ne pouvait pas y arriver en généralisant l'indivision. Oui, alors on a bien découvert des cas d'indivision forcée, large comme ça, pour des cours d'immeubles,
ou des chemins d'accès sur lesquels il n'y avait pas de servitude possible. On n'a rien généralisé de ces techniques. En revanche, toutes les techniques que j'ai fini par mentionner là ont deux choses en commun. Dans le code ont été découvertes des potentialités qui existaient déjà. On n'a pas fait œuvre de création. Donc pour répondre à cette raréfaction, pour maintenir la propriété individuelle dans les villes où il n'y a plus d'espace appropriable si l'espace c'est le sol, des potentialités du code qui étaient là dès 1804 ont été mises en œuvre. Deux pour l'essentiel. La première, c'est que l'immeuble en droit français, l'immeuble corporel, en droit français, ne se résume pas à une longueur par une largeur. La propriété immobilière est en 3 dimensions. C'est un cube qui va du centre de la Terre, c'est dans le code de 1804, simplement tant qu'on a de la place, on ne se pose pas la question, qui va du centre de la Terre jusqu'à l'infini du ciel. Quand tu penses, comme Madame Bronchu, que tu es propriétaire d'un terrain, il faut qu'au-delà de Madame Bronchu, tu penses que oui, mais jusqu'à la boule de feu qui est censée être au cœur, sur le côté c'est la propriété d'un Chinois, et jusqu'à l'infini du ciel. Le sous-sol, si tu es propriétaire d'une parcelle, le sous-sol t'appartient. Et ce qu'il y a au-dessus aussi. D'ailleurs, il faut des servitudes, il faut des exceptions pour passer en dessous ou au-dessus. Il n'y a guère que le minerai qui peut être dans le sous-sol qui appartienne à l'État. Mais quand on creuse des canalisations à 20 mètres sous ton sol, quand on fait passer le métro un peu moins profond sous ton sol, quand des avions passent au-dessus de toi, tout ça, ça suppose des règles de droit pour le justifier. Tu es propriétaire en 3 dimensions. Et vous comprenez que de 1804 à 1945, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a de la place pour tout le monde au sol. Donc pendant très longtemps, on divise les parcelles. Bon, on va. Là où il y avait une parcelle, on en fait 2. Comme ça, on peut répondre à quelqu'un de plus, etc., etc. Mais il y a un moment, regarde en ville, tes parcelles, elles sont totalement occupées par une construction. Il n'y a plus un bout de jardin pour dire, on pourrait peut-être en faire un dernier objet d'appropriation. Oui, mais quand il n'y a plus d'espace au sol, il reste toujours et de manière infinie de l'espace, de la place dans l'espace. C'est qu'une question de difficulté d'architecture ou de construction. Mais, donc, la première des choses qui a permis de maintenir la propriété, c'est de commencer à réfléchir à son objet, et non pas au droit. L'objet peut être tout à fait autre chose que le sol. Ça peut être une zone en profondeur ou en superficie, en tréfonds ou en superficie. Regarde. Imagine qu'on n'ait plus du tout d'espace. Imagine on est dans un truc plus bordelais qu'ici, il y a 3 mètres 50 sous plafond. Ici, c'est chez moi, bien sûr. Mais j'ai beau avoir mangé de la soupe, ce qui est entre le dessus de ma tête et le plafond ne me sert à rien. Et je vois partout des gens qui veulent devenir propriétaires. Pourquoi je ne ferais pas diviser ce qu'il y a entre, là juste au-dessus de ma tête, et le plafond, pour en faire un nouveau fond? C'est ça qu'on a inventé. Après avoir divisé des parcelles, en disant, elle est grande, on va en faire plusieurs. Oui, mais au bout d'un moment, tu vois, tu peux plus la diviser, on ne peut plus rien en faire. Oui, mais il reste tout l'espace au-dessus et tout l'espace en dessous. Et donc c'est en inventant la notion de lot que l'on a permis de répondre à la réfaction de l'espace, en maintenant la propriété privée, parce qu'elle n'a pas bougé. Et le lot, vous le connaissez, que ce soit évidemment le lot de copropriété, qui a cette logique de dire, mais là où tu n'as qu'un seul terrain, ou mieux, dans mon propos, là où tu n'as plus qu'un seul terrain, tu peux encore avoir une infinité de lots. Parce que ce qui va être approprié, ce que chacun va conserver tout seul, parce que chacun veut pour soi, ça a pu être le terrain, ça c'est plus possible, mais ça va être le lot. Quand tu n'as plus qu'un terrain, tu n'as plus qu'un seul propriétaire possible, mais si sur ce terrain tu peux faire 300, 400 lots, tu offres au marché ce qu'il attend, c'est-à-dire des objets susceptibles d'une appropriation individuelle. Lot de copropriété, lot de lotissement, bien sûr, et lot de volume, qui sont donc l'invention d'un objet immatériel. Quand je dis l'invention, attention, c'est au sens juridique, c'est-à-dire ça existait avant. Juste, rien de neuf sous le soleil. C'est juste qu'on ne pouvait pas s'en rendre compte plus tôt.
Tu penses que tu es propriétaire d'un terrain. Tu penses, comme Madame Bronchu, que tu achètes ou tu vends une maison. Ça, c'est du discours que même moi, je peux avoir si je ne fais pas attention. Mais si tu réfléchis vraiment au juriste, ce qui est chiant, mais parfois ça arrive, tu dis, mais non, je ne suis pas propriétaire d'un terrain, j'ai un droit de propriété dont l'objet est un terrain. Et tu ne dis pas, juridiquement, tu ne vends pas une maison, tu vends un fonds, qui n'est d'ailleurs pas forcément un fonds de terre, duquel ou auquel se rattache un immeuble bâti, par exemple. La confusion entre la propriété et le droit, qui est dans notre code, n'est pas inéluctable. Et c'est parce qu'on n'avait plus assez de biens et trop de droits qu'on s'est rendu compte que les deux étaient parfaitement dissociés. Tu n'as pas un terrain, tu as une propriété sur un terrain. Sur ce terrain, tu peux avoir d'autres droits. Et la deuxième chose, et j'en aurais terminé par là, qu'il a fallu redécouvrir du code pour maintenir la propriété privée quand il n'y a plus assez de place, sans qu'elle vacille. Et je vais me servir des deux derniers exemples, qui étaient l'usufruit, d'une part, et la nue-propriété, et l'indivision. Je ne reviens pas là-dessus, et je vous l'ai présenté comme tel. Ce sont des cas de partage, vous l'avez vu comme tel, je vous l'ai présenté comme tel, et je crois qu'il n'y a pas de doute si on les regarde à partir du ou des biens concernés. L'équation est simple, là j'ai un bien et plusieurs titulaires de droits réels en même temps. Donc, vu à partir des biens, l'indivision, comme le démembrement, sont bien une forme de partage. Mais, et c'est ça aussi qu'on a utilisé pour y arriver, vu cette fois-ci, elle va s'en sortir, je connais la fin de l'histoire. Vu cette fois-ci à partir du droit. Et là encore, c'est depuis 1804, il suffit de s'en rendre compte. Chaque indivisaire est seul titulaire de son droit. Chaque indivisaire, alors il y a un petit droit de préemption en cas de vente, mais chaque indivisaire vend, enfin cède, c'est un droit, apporte, échange, seul son droit. L'indivisaire décide seul en pensant à son droit. Même chose pour l'usufruit et la nue-propriété. On a vu l'usufruitier extrêmement, comment dire... Ah, j'ai perdu mon micro. Qu'est-ce que je suis pas doué. On a vu l'usufruitier d'une certaine manière asservi, et je prends le nom, enfin je prends l'expression qui rappelle le serf, asservi au nu propriétaire vis-à-vis du bien, mais vis-à-vis du droit, et c'est dans le code, l'usufruitier dispose seul de son droit. Il le cède, il l'apporte, il l'échange, il le donne. Tout ce qu'il ne peut pas faire, c'est en faire l'objet d'un testament, puisque ce droit s'éteindra avec lui. Mais regardez donc, l'idée d'un partage, elle est pertinente quand on ne pense qu'au bien concret. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai donné deux éléments. Le bien n'est rien, c'est un espace. Et l'idée d'un partage cesse dès qu'on pense au droit. C'est ces deux idées, c'est ces deux découvertes qui étaient dans le code. Tu es indivisaire, donc est-ce que le bien est à toi? Je te pose la question. Nous sommes indivisaires, toi et moi, du feutre. Est-ce que le feutre est à toi? Oui, réponds-moi. Oui. Ah ben, oui. Alors, je vais mieux poser la question. Est-ce qu'il n'est qu'à toi? Non. D'accord. Donc c'est gênant. Mais ton droit indivis. Donc, en somme, pour écrire, pour le mâchouiller, pour le donner, tiens, vas-y, pour le prêter, est-ce que je peux le faire seul? Ben non. J'ai besoin que tu dises que tu es d'accord. En revanche, ton droit indivis ou mon droit indivis, on décide tout seul. Donc, le bien peut être unique ou ils peuvent être limités. Les droits, dès lors qu'ils sont réels, les droits qui s'y rapportent sont d'exercice, ou en tout cas de disposition, libre. Chaque indivisaire, comme chaque usufruitier, comme chaque propriétaire, décide seul du sort de son droit. Eh bien, c'est ce qu'on a aussi mis en exergue pour permettre la copropriété. La copropriété, c'est juste le croisement des deux. L'idée que ce qu'on s'approprie, c'est pas un terrain, mais c'est une assiette qui peut se rapporter à ce terrain comme n'importe quel autre. Et deux, ce qu'on s'approprie, en fait, c'est un droit. Chaque copropriétaire est seul maître de son droit. Son droit n'a pas une assiette d'exercice fixe, prend les parties communes, ça flotte de partout, mais au moins dans cette mesure, il est seul à décider. Et tout ça vit très bien, alors que le bien final est unique. Il n'y a qu'une parcelle ou qu'un ensemble de parcelles, il n'y a qu'un bâtiment. Donc en réalité, c'est vraiment là que le Code civil avait toutes les potentialités pour répondre à la réfaction. Et voilà comment, en fait,
et je pense que tu l'as entendu, parce que Christophe a fait un gros truc sur la copropriété. La copropriété n'est pas un droit. Hein. La copropriété, c'est un objet. Si tu cherches à qualifier le droit de chaque copropriétaire sur le lot, tu arriveras banalement à quoi? C'est un droit de propriété. La découverte de l'objet et du droit détaché de l'objet matériel sont la base de la copropriété. Un seul immeuble, un seul bâtiment, mais autant de lots distincts que architecturalement il est possible de faire pour que ce soit vendable, et sur les lots, chacun dispose seul. Donc on a, en fait, et je termine là-dessus, décalé la propriété sans partage d'un bien corporel, parce qu'il n'y en a plus assez, à des biens incorporels que sont les lots, il y a plusieurs formes de lots, qui, eux, sont parfaitement susceptibles d'une propriété sans partage. Ok. Eh bien, just in time. 4 minutes de retard, mais vous vous plaindrez à Fressel. Merci beaucoup, et on se voit donc... alors, est-ce que c'est avec vous que je recommence, ou c'est le même décalage? C'est avec vous. D'accord, ok. Ah, bon, donc on se revoit dans 4 heures, ou 5 heures, je sais plus. Non, 3 heures. À un moment donné de l'après-midi, sur le dernier gros morceau, qui seront les personnes.